la conférence. La réponse existait, mais je vais vous apporter de l'eau à votre moulin. On a dit que l'identification est un procédé important, d'ailleurs. Donc, on identifie pour délivrer des certificats de décès. On ne peut pas inhumer sans certificat de décès. Très bien, qui porte le nom et prénom. Alors, le premier palier de votre question, le cheminement des cadavres. Avant que les cadavres cheminent, il y a un travail qui se fait sur les lieux par les médecins légistes. C'est un moment organisé, on a des ramassages médico-légal des cadavres, chaque cadavre est là ses noms d'identité, les objets personnels, on les ramasse, et il y a un PV qui se fait de la police judiciaire, il y a des scellés, vous connaissez qu'est-ce qu'il y a des scellés, donc une fois transporté à la médecine, il y a une autre équipe qui va procéder éventuellement à l'examen externe et à chercher d'identification visuelle, toujours à l'aide de la présumée famille. C'est pas facile, parce que de gérer la population déjà, donc il y a toute une équipe sur place, on doit briser les scellés toujours en ouvrant les housses par la présence d'un agent de la police judiciaire, et on contribue à cette identification. On fait rapidement, on fait les choses rapidement. Tout ce qui sont identifiables, il n'y a pas de souci. Donc, on les casse dans un endroit spécial, il y a les familles, on commence les procédures. Maintenant, ce qui cause les problèmes, ce sont les cadavres non identifiés. Maintenant, il faut faire des autopsies. On attend les réquisitions qui sont sur place, on commence les autopsies, on fait un maximum de prélèvements. Et vous savez, quand on fait des prélèvements sur les cadavres, les prélèvements seront donc acheminés pris par la police scientifique, et les familles qui présumaient, parce que qu'est-ce qu'il y a des situations de difficulté. Il y a un seul cadavre, il y a 3 familles qui prétendent être les familles, prétendent que le corps leur appartient. Donc, c'est une situation, qu'est-ce qu'on fait pour les 3 familles? On les invite, on fait des prélèvements ADN, c'est facile, c'est un test de 2 minutes, 3 minutes, oui. Et puis, on fait ce qu'on appelle le test comparatif, qui se fait à Alger, dans les grands laboratoires de notre pays. Donc, le temps court, c'est vrai, contre nous. Il faut pour ça une organisation, bonne organisation, et surtout l'équipe. Il faut autant de médecins légistes. J'ai répondu à votre question, monsieur? Merci. D'autres questions? Merci. Salam alaikum. Ma question, c'est que dans le cas de la non-identification d'un corps, oui. Après peut-être plusieurs années, on va dire, que devient ce corps-là? Est-ce qu'on l'inhume sous personne inconnue ou comment fait-on? Merci. Vous êtes qui, s'il vous plaît, donc, pour... C'est M. Mercel, de la direction des services agricoles. Ah, Tcharfin. Merci. Ça. C'est vrai, cette situation elle est un petit peu fréquente chez nous en médecine légale. Il y a des cadavres, surtout les ressortissants étrangers qui n'ont pas d'identité. Vous savez, même quand on les met dans les grands frigos, dans nos morgues, ça n'empêche pas la pétrifaction. La pétrifaction, c'est un procédé microscopique. Mais à partir de certaines années, parce qu'il y a un problème d'espace, il y a des problèmes, sont confrontés à ces problèmes. Et parfois, nous sollicitons le parquet, le procureur de la République, pour délivrer une autorisation d'inhumer. Et au cimetière, on peut cadrer un carré des noms identifiés avec un code dont chez nous, on a les photos, on a fait l'autopsie, on a un maximum d'informations. Donc, on lui demande de l'enterrer avec un en-tête qui a un maximum d'informations, et puis nous sommes obligés, mais à partir de certaines années. On ne peut pas laisser le corps, donc chez nous, sauf décision du procureur de la République.
Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est relatif. Derrière vous, mademoiselle. Ça, je sais pas de souci. Bonjour, je remercie le docteur pour ces informations enrichissantes par rapport à la médecine légiste. Par contre, présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. je m'appelle Bouddha Rachid, je suis membre de la de Béjaïa. Merci. Donc, lors des guerres ou des catastrophes naturelles comme ça, on trouve parfois des corps déjectés, c'est-à-dire éléments ou morceaux. Donc, à ce propos-là, comment peut-on identifier cette victime, voilà, légalement? Ok. Merci. Merci. Très bien. Donc, nous appelons ça les restes du corps. Dans les restes du corps, on peut trouver qu'une seule main. On peut trouver un corps qui est déchiqueté entièrement, on peut trouver pas la tête, il y a le visage qui n'est pas. C'est difficile. Mais on fait par élimination. Nous avons par exemple 10 corps, il y a les corps qui sont entiers, et on arrive à les identifier. Donc chaque corps, il sera identifié par le biais de la comparaison, par exemple l'ADN avec la famille présumée. Donc on va donc chaque famille qui vient, et on peut identifier le corps, donc on fait par élimination, jusqu'à arriver à ce corps qui est déchiqueté, ce reste du corps, où il y a 2 familles qui se disputent, ou la 3 familles. Donc qu'est-ce qu'on fait? On les invite gentiment, on fait des prélèvements chez eux, ADN, et le tissu qui reste, même éventuellement un bout de chair, un bout de muscle, on peut en faire éventuellement, c'est un patrimoine riche en ADN, on l'envoie éventuellement au laboratoire, et puis ils font faire le test de compatibilité. Et je vous assure que les résultats sont frappants, et même les restes du corps, s'il y a des familles qui réclament. S'il n'y a pas de famille, on ne peut pas savoir. Certes, on peut lui faire l'ADN, donc on gardera pour lui une identité génétique. Il est dans l'ADN, la série ADN. Si demain ou l'après-demain ou dans 3 ans, 4 ans, il y a quelqu'un de la famille qui vient, on l'envoie directement et on fait le test et on compare. Donc même pour les restes osseux, l'ADN est là, c'est vrai, pour un petit peu nous orienter. Merci à vous. السلام عليكم. بارك الله فيك. سؤال بسيط. سيد الدكتور، الحياة العائلية والحياة اليومية والحياة النفسية للطبيب الشرعي، هذا هو سؤال بسيط. نحن شباب نعيش في هذه الحياة في الهلال الأحمر الجزائري، نرى هذه الأشياء كيف نعيشها حياة نفسية بعد. سؤال ثاني، ما هي العلاقة بين الطبيب الشرعي والإمام؟ يعني كي نقول الإمام، حنا كي يموت واحد نروحوا للجامع نقولوا له الإمام، الشيخ تاع الجامع. صح. السلام عليكم. Est-ce que ça sort du... Il n'y a pas de souci. Ok, ben... Écoutez, je vous dis une chose, pour la vie d'un médecin légiste, on vit normalement. Nous sommes des professionnels, on a choisi de faire la médecine légale. Mais il faut avoir toujours de ce principe que d'aider l'autre. الإنسان اللي يكون عنده واحد المردود اجتماعي، أنك راك في هذا المجتمع هذا باش تعاون الناس، باش تأدي الواجب نتاعك. C'est vrai, notre travail n'est pas facile. Nous sommes حنا عايشين مع الموتى كما يقول لك. Mais on doit dans nos têtes في القناعة نتاعنا رانا نديرو في مهمة نبيلة، لأنك لو كان ما ديرش لوطوبسي لهذا الميت هذا ما يتدفنش. سما حنا نسرعو باش داك الميت يكرموه كما يقولوا ويدفنوه. La famille rate تستنى. Donc faire l'autopsie premièrement de quoi il est décédé. كاين واحد يموت فجأة هكذا صغير في لاج، الناس ما تعرفش باش مات. Il y a une inquiétude de la famille et de la société. حنا on fait le procédé de l'autopsie هذه تشريح الجثة باش نعرفوا أسباب الوفاة، باش العائلة على كل حال تعرف روحها والمجتمع يعرف، خاطر هنا كان نهضروا على سونتي بيبليك على كل حال. ثم الحمد لله زعما أنا شخصيا ما عنديش إشكال في هذا.
علاقتنا بالشيخ تاع الجامع، الشيخ تاع الجامع يعني الناس عنده علاقة معه. صح، أنا باش نقول لك السؤال هذا ما عنديش إجابة ليه، ولكن احنا نعاملوا معهم كإطارات تاع وزارة الشؤون الدينية باش يسهلوا لنا العمل نتاعنا. سيتو. D'autres questions? Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, je me présente, je suis journaliste à la radio. Alors, oui. J'ai deux questions. La première, peut-être, c'est un enchaînement de la première question qu'a posée monsieur par rapport à l'identification des cadavres. Généralement, ça prend combien de temps, s'il vous plaît, pour identifier les cadavres lors des catastrophes naturelles? Ça, c'est la première question. Oui. Bon, le minimum et le maximum de temps. La deuxième, c'est par rapport à l'état des cadavres. Est-ce que vous procédez à la suture des cadavres avant l'inhumation, ou bien, lors des catastrophes naturelles, du moment que vous n'avez pas le temps, on passe directement à l'action? Et je vous remercie, monsieur. Votre question, première question qui consiste à, vous dites le temps qu'il me faut pour identifier. Alors, si le cadavre il est identifiable par seulement ce qu'on appelle, comme si vous avez suivi, l'identification visuelle par la famille. Il y a des familles qui viennent, oh c'est mon fils, oh c'est mon père. Très bien. Donc ça, c'est pour nous, c'est un laps du temps. Mais s'il n'est pas identifiable, on doit faire des autopsies. On doit attendre les familles, attendre les résultats d'ADN sur les prélèvements, faire des comparaisons. Ça prendra le temps qu'il faut, mais sûr finalement. Notre problème, ce sont les cadavres non identifiés. Là où il y a beaucoup de familles qui réclament. Pour un seul corps, tu trouveras 4 familles. Pour un reste du corps, tu trouveras 5 familles qui attendent. Donc c'est le temps, c'est pas nous, on fait notre travail, dans notre travail qui nous a été dicté. Donc on ramène les familles, on commence l'autopsie, on fait des maximums de prélèvements et on attend les résultats. Les résultats, après, quand ils reviennent, un rapport d'autopsie médico-légale sera donné à monsieur le procureur de la République, en lumière de ce rapport, il délivre les autorités d'inhumation. Le temps, parfois, parce que c'est un enchaînement, c'est une chaîne où le médecin légiste, c'est un maillon. Donc moi, pour mon travail, je ferai mon travail dans le temps meilleur et nécessaire pour pouvoir répondre convenablement à ma mission. C'est relatif. À notre niveau, on fait le maximum pour que ce cadavre soit identifié. Ça, en question pour le temps. La deuxième question, s'il vous plaît. C'est par rapport à la remise à l'état du corps. Non, la remise de l'état, quand on fait une il y a deux relais. Soit le cadavre il est déchiqueté, donc il a des blessures aberrantes, il est mal formé, qu'est-ce qu'on fait chez nous, même en temps de paix, en temps d'aisance, qu'est-ce qu'on fait? Les cadavres qui sont mutilés, par exemple, il était heurté par un train ou je ne sais pas, on fait la reconstitution, même on n'a pas d'autopsie, on fait la reconstitution du cadavre. Ça, c'est notre devoir, on le fait. Ah, maintenant, si le cadavre vient dans le cas des catastrophes et tout ça, s'il est identifié sur place, sans autopsie, on fait la reconstitution anatomique. On fait rapidement, il y a une équipe. Ah, maintenant, après l'autopsie, quand on fait l'autopsie, on doit reconstituer le cadavre. Chaque organe enlevé dans sa place, avec des sutures, donc convenables, c'est notre droit, c'est éthique. J'ai bien répondu à votre question, monsieur? Ok. Non, je veux juste ajouter quelque chose sur la durée d'identification, parce qu'également j'ai fait de l'identification. Donc, il se peut qu'on fasse des prélèvements d'empreintes digitales et que cette personne, on possède déjà ses empreintes dans le fichier national. Donc, on fait un prélèvement d'empreintes digitales, on consulte la base de données, donc au bout d'une demi-heure, on l'a identifié. Comme il se peut que ce soit, par exemple, dans le cas d'un SDF, dans le cas d'une catastrophe naturelle, on trouve un corps, on fait des prélèvements, il est inconnu, donc il n'existe pas dans la base de données et personne ne le réclame.
Donc on ne peut pas faire de comparaison d'empreinte génétique, par exemple. Donc il sera probablement enterré sur X. Oui. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Mademoiselle Abdon, je suis étudiante en microbiologie. J'ai une question à propos. Vous avez dit la première étape, c'est de ramasser le cadavre et vous allez ramasser tout ce qui est bio avec. Est-ce que vous ramassez avec les chenilles, les insectes qui envahissent le corps, vu qu'ils peuvent aider à identifier la date de la mort? Et merci. Pardon. Le ramassage des corps doit se faire sous les yeux d'un médecin légiste. Pourquoi? Parce que en hélico presto, la catastrophe, donc la catastrophe elle est là, donc on intervient rapidement, on trouve des bouts de chair, du sang, on trouve des bouts de cheveux, tout ce qui appartient au corps. Ça nous intéresse aux alentours du corps, pas loin. Peut-être qu'on va trouver des objets personnels. Ah, maintenant, vous parlez des insectes. Si on intervient un petit peu en retard, il y a ce qu'on appelle l'envahissement des insectes en entomologie. Oui, on ramasse le corps tel qu'il est. Mais on ne peut pas enlever les insectes. Les larves sont là, elles sont incrustées dans le corps. On les emporte. Ça nous aide, c'est vrai. Les insectes, c'est vrai. Ça nous aide à dater la mort. On appelle ça l'entomologie médico-légale. Parce que vous savez, il y a des escouades, on appelle ça. Il y a la première escouade, le premier insecte vient, elle pond des œufs, les œufs se transforment en larves. Puis le deuxième insecte, troisième, escouade, jusqu'à la dernière étape. Donc tout ce qui est dans le cadavre, on le ramasse. Ok? Merci. Bonjour. Bonjour. Massini Sabella, la journaliste à la télévision. J'ai seulement une question concernant les raisons du décès. Est-ce que vraiment vous communiquez les raisons du décès aux familles des victimes lorsque la situation est critique? C'est bon? Oui. Ok. Alors, dans les catastrophes, les grandes catastrophes, le premier souci, c'est identifier. Généralement, ce sont des corps qui ont été déchiquetés, soit dans le cadre d'un séisme, ou d'un tsunami, ou là, je ne sais pas. Donc la cause de la mort initiale, elle est là. Autre chose, pour notre relation avec la famille, c'est qu'est-ce que vous cherchez éventuellement. Dans la cellule de crise, il y a une cellule d'écoute. Il y a des assistantes sociales, il y a des psychologues. Nous, en face, on va les accueillir. Pour un petit peu, ils vont nous aider. Ils vont nous aider dans notre travail, pour identifier. Mais pour les cadavres qu'on a eu des réquisitions pour autopsie, nous sommes directement dans le secret professionnel. On doit rapidement, donc, si on a trouvé la cause de la mort, je ne vous parle pas des catastrophes, dans le cours on trouve la cause de la mort, il y a un rapport qui est délivré aux autorités récurrentes, en l'occurrence, le procureur de la République et ses collaborateurs. Le diagnostic de la mort sera porté sur nos rapports dans une enveloppe fermée adressée aux autorités récurrentes. C'est vrai, on les accueille, on fait tout pour eux, mais même dans les catastrophes, prononcer sur le diagnostic de la mort tout ce qui est information comme ça rapidement, c'est pas le plus important, c'est d'identifier ce cadavre. Et dans le temps normal, le diagnostic médico-légal après une autopsie est un secret professionnel dont le médecin légiste doit l'observer. Donc la famille aura donc une copie du rapport par le biais du procureur de la République, donc ils vont comprendre parce que le rapport il est explicatif. J'ai répondu à votre question, monsieur. Merci. D'autres questions? Sinon, j'ai une question, docteur. Oui.
C'est-à-dire, puisqu'on est dans le contexte des catastrophes naturelles, pensez-vous que la situation actuelle nous permet de gérer une catastrophe si elle se produit? C'est-à-dire côté médico-légal, bien sûr. Oui, la qaddar Allah. Donc, dans le concept, moi je pense que c'est vrai, cette journée s'intitule dans le sens de votre question. Gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est de trouver toujours des situations, donc simuler des situations de crise et essayer de chercher la solution. Moi, je pense que on doit, je sais pas, solliciter les autorités afin de faire des journées de simulation. Le travail de sensibilisation de la population, c'est très important. C'est un partenaire incontournable. Chaque catastrophe a sa spécificité. On ne peut pas dire qu'il y a une catastrophe modèle, al-maqas. Qu'une catastrophe, petite catastrophe, qui dire un chaos dans la société, il y a des grandes catastrophes, on ne peut pas deviner. Mais à notre niveau, moi je parle personnellement, parce que j'ai eu une formation, j'étais militaire. Donc, alhamdoulilah, al-jahiziyya mawjouda. Ça, le problème, c'est l'organisation entre les différents secteurs. C'est l'organisation. Tandim ou tansiq. Le plan Orsec, je vais parler du plan Orsec, il est là, c'est un plan national, c'est bien. Donc, il nous donne tout là, le cadre réglementaire, mais les moyens humains. Rjal, les touqf. Même éventuellement, si les médecins légistes de nationaux vont cheminer, il y a une certaine solidarité. Mais il faut que les gens, l'entraînement, s'entraînent à des situations pires. Il y a des ouragans qui passent devant nous, l'Amérique, ils font des dégâts. Même les pays qui ont des moyens énormes ne peuvent pas donc faire face réellement à ces situations de crise. C'est brutal, c'est inopiné, c'est inattendu. Donc l'exercice, il est souhaitable. Par ces débats, aujourd'hui, chaque chose a un commencement. Donc c'est ces conférences-là, mais on estime que dans le temps, il y aurait ce qu'on appelle des tests de simulation pour des situations présumées graves. C'est ce que je pense. Merci. D'autres questions, s'il vous plaît. On va vous donner le micro. Alors, si vous permettez, docteur, je vais vous poser d'autres questions. Oui. Alors, premièrement, en enchaînant avec l'autopsie, donc le docteur légiste et son équipe font l'autopsie pour un cadavre. Est-ce que ça suffit de délivrer, par exemple, un certificat d'inhumation? Sinon, on trouve actuellement, par exemple, il y a comme la relation, ou bien le rôle de procureur de la République. Quelle est la relation entre ça? Ça veut dire que ce n'est pas suffisant. Un docteur légiste va faire l'autopsie, puis délivrer un certificat pour inhumer le mort. Oui. Hein? Deuxième des choses. Deuxième question, c'est qu'au niveau, je crois, au niveau national, il y a peu, c'est-à-dire de docteurs légistes, qu'on peut compter sur le bout des doigts, pour qu'il n'y ait pas un nombre suffisant pour couvrir tout le territoire national. Voilà pour la première question. Vous savez, monsieur, que l'autopsie judiciaire est un procédé de la justice. C'est une réquisition qui comporte une mission au médecin légiste. Donc, c'est c'est pas le médecin légiste qui va décider de le faire l'autopsie. Oui. Donc, chacun, il a ses prérogatives, sa compétence. C'est le procureur qui est le seul juge d'ailleurs, pour dire pourquoi. Même si un médecin, par exemple, donne un certificat de décès naturel pour quelqu'un, le procureur peut s'opposer. Parce que tout simplement, par exemple, ce décédé était un seul témoin dans une affaire grave. Il décède subitement.
Donc le procureur de la République, au nom du peuple algérien d'ailleurs, demande cette autopsie. Quand elle vient, quand le cadavre est chez nous, au service de médecine légale, quand les réquisitions viennent, on commence l'autopsie. Quand on termine l'autopsie, on délivre ce qu'on appelle un certificat d'autopsie, qu'on a fait l'autopsie. En lumière de ce certificat, le procureur peut donner l'autorisation d'inhumer via le permis d'inhumer. C'est une procédure bien structurée et ça rentre dans la coordination entre la médecine légale et la justice. Il n'y a pas de souci sur là. Votre question, c'était pour le nombre des médecins légistes. C'est vrai, il y a un temps où il y avait peu de médecins légistes. Mais actuellement, je vous rassure que toute l'Algérie, quand il y a même à Tamanras, à Tebssa, à Alger, à Tlemcen, il y a énormément. Ici, à la wilaya de Bdjaya, au service de médecine légale de Bdjaya, nous sommes 4. Il y a Aqbou, récemment, à la daïra d'Aqbou, il y a 2 médecins légistes qui ont rejoint leur travail. Donc c'est bien. C'est peu, mais c'est bien. Ok. D'autres questions, s'il vous plaît. Moi, j'ai une question, puisqu'on a parlé de la prise en charge ou de la formation en psychologie. C'est-à-dire, y a-t-il un soutien ou une formation en psychologie pour le médecin légiste qui va être, en cas de situation de catastrophe, confronté à beaucoup de personnes. Donc, pas de décédés, mais surtout des victimes. Les familles de victimes, c'est ça. Écoutez, notre seule formation, c'est le terrain. Et notre savoir-faire, notre signature, c'est l'action. Pour dire qu'au service de médecine légale, on a des psychologues. Nous avons des psychologues avec nous, même en temps de paix et en temps de normal, pour un petit peu accueillir les victimes. Vous savez qu'au médecine légale, on ne fait pas que les morts. Il y a les vivants, les victimes de violences, toutes sortes de violences. Agressions sexuelles, agressions corporelles, les accidents de la circulation, les accidents de la voie publique, toutes sortes de violences. Donc, cette population, déjà, nous avons un petit peu une expérience, parce que la famille qui accompagne quelqu'un qui est agressé, elle va se comporter, donc stressée, tout ça. Nous avons cette habilité de gérer cette situation. Donc, avec même la famille, quand elle accompagne un décès, une mort violente. Donc, il y a toujours cette inquiétude dans les yeux de la famille. Par le temps, on sait comment s'y faire. Enfin, comment les accueillir, les écouter, les accompagner, les rassurer. Mais en temps de catastrophe, là, c'est autre chose. On doit avoir des professionnels en psychanalyse, enfin des psychologues, des assistants sociaux, une cellule là. Mais parce que le médecin, à bord, il a d'autres missions plus graves. Donc c'est bon, j'ai répondu à votre question. Autre question? Plus de questions. Profitez puisqu'il est là. Oui. Je voulais dire une chose, parce que, si vous permettez, monsieur mon confrère, j'étais très ravi aujourd'hui d'être parmi vous. Toujours l'action sociale, l'action humaine, nous sommes là, à votre disposition. C'est vrai, la salle n'est pas vraiment remplie, mais moi, dans ma demeure, enfin dans ma devise, le message, il faut que le message passe. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Merci, docteur. Donc, je vous remercie une deuxième fois pour être venu et pour avoir répondu à notre appel. J'espère qu'il y aura d'autres journées et surtout aborder l'aspect organisation et entre les différents services intervenants et l'aspect coordination des interventions. Parce que je pense que les capacités humaines existent, les moyens financiers existent. Le manque, c'est surtout la coordination et la planification. Se mettre tous autour de la même table et discuter des protocoles d'intervention. Il faut qu'il y ait, je pense, des protocoles bien tracés d'intervention lors d'une catastrophe. Donc, on fera une pause de 15 minutes pour reprendre avec